monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 3 juillet 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous aujourd'hui pour conclure cette semaine qui, sincèrement, est très, très, très surprenante. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de vendredi-là. Philippe, donc, Lafroy, qu'on a vu hier dans le couscous Piri-Piri. Et l'impact, il y a une fragmentation. Donc, on restructure complètement, on bouge les dés. Une nouvelle qui a été sortie aujourd'hui, donc, par Olivier Brett de RDS et qui a pris un peu toute la planète foot à Montréal par surprise. On ne s'attendait vraiment pas à une décision dans ce sens à ce moment-ci. On savait que Joël Saputo jonglait avec l'idée de restructurer son plan de formation et l'Académie de l'Impact. Par contre, on ne s'attendait vraiment pas à ce genre de décision-là qui allait tomber. Mais voilà qu'aujourd'hui, le coup près a tombé. Donc, l'Impact qui annonce des coupures permanentes et temporaires également. Des décisions difficiles et mûrement réfléchies, semble-t-il, selon l'Impact de Montréal. Pas que financier, on sait que la crise de la COVID aide pas la situation, mais ce ne serait pas que financier. On parle d'une restructuration et à ce moment-ci, là, il est 20 heures. Il faut comprendre qu'on n'a pas de plan de match pour l'Impact de Montréal. Donc, je vais laisser le bénéfice du doute. J'imagine qu'il y a quand même une stratégie derrière tout ça et que l'Impact a un plan pour remédier ou compenser finalement ce qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'il y a une structure derrière tout ça, qu'il y a un plan et que l'Impact va suivre une certaine ligne dans tout ça. Et j'espère que ça va arriver, puis j'espère qu'il y a quelque chose parce que sincèrement, je comprends pas et je comprends pas certains moves que l'Impact a fait au cours des dernières années. Tantôt, dans quelques instants, je vais en parler avec Rémi de Garage Foot, que vous avez déjà entendu souvent ici. Ça va me faire un grand plaisir, donc, d'avoir son opinion et on va regarder ça ensemble. On ne s'est même pas parlé encore hors d'onde, donc ça va être vraiment live avec vous. On réfléchit comme ça à brûle pour point avec vous autres. Donc, je vous invite à nous suivre sur StreamYard. Donc, vous pouvez intervenir directement, laisser des commentaires. On va prendre vos réactions. On va partager ça avec vous. Vos réactions à chaud du départ de Philippe Lafroy et de toute l'équipe. Donc, on ne sait pas encore l'ampleur de l'entaille qui sera fait à l'Académie de l'Impact. C'est la fin de l'Académie. Il est encore trop tôt pour vous le dire, mais clairement, il va y avoir un changement majeur au sein de cette structure-là verticale de l'Impact de Montréal. Mais je veux, juste avant d'aller rejoindre Rémi, j'ai encore quelques instants, je veux revenir sur la question Twitter, puis on ne s'attardera pas là-dessus aujourd'hui parce que je veux vraiment avoir le temps de jaser avec vous de cette décision-là de l'Impact de Montréal qui charcute son académie. Mais la question Twitter du jour, je veux quand même revenir là-dessus. C'était en lien direct avec l'annonce de la Coupe du Monde 2026, Montréal qui serait peut-être menacé d'être écarté finalement comme ville hôtesse finalement et présenter des matchs de la Coupe du Monde 2026. Donc, est-ce que la ville de Montréal doit tout mettre en œuvre pour recevoir la Coupe du Monde de 2026? Vous répondez oui à 90%. Donc, je pense que le message à Valérie Plante, il ne peut pas être plus clair que ça. Donc, je pense que les gens sont là. Et je suis pas certain que je suis pas résident de Montréal, mais je suis pas certain que l'administration présentement à l'Hôtel de Ville de Montréal est capable d'évaluer l'ampleur de la retombée internationale et de la visibilité que peut avoir la présence de la Coupe du Monde ici à Montréal, en sol canadien. C'est pour la visibilité, pour la notoriété, pour les retombées économiques, pour tout le package deal qui vient avec ça. Je pense qu'on a mal, on calcule mal à quel point il est pertinent pour la métropole d'avoir un événement de cette envergure-là, de faire rayonner Montréal outre le globe au complet avec des matchs de la Coupe du Monde. Je pense qu'il faut mettre tous les efforts et ça passe-tu par la rénovation du stade? Est-ce que le stade est trop désuet?
on n'est pas là présentement et c'est pas le débat que je veux avoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'administration de Valérie Plante doit tout mettre en œuvre et de s'arranger avec les autres paliers de gouvernement pour s'assurer de poser une candidature viable, finalement, pour le projet de Coupe du Monde 2026. Clairement, ma réponse, elle est oui. Elle est simple, elle est claire. Il faut absolument que Montréal prenne part à cet événement-là. On sait que la Coupe du Monde 2026, ça sera Canada, États-Unis, Mexique. Donc, il faut absolument que ça soit en sol canadien. Et non seulement en sol canadien, mais, parce que c'est sûr, mais il faut que Montréal participe à cette course-là. Ça laisse aucun doute. Et si je regarde rapidement vos commentaires, Yannick qui nous dit définitivement, c'est la planète en entier qui va regarder ça vers chez nous. Nous devons être dignes. Je pense comme Yannick. Damien qui dit il n'y a même pas à discuter. Rater cet événement causera énormément de tort à la ville. C'est un axe prioritaire, clairement. Il n'y a qu'à voir les retombées pour les villes hautes de chaque compétition. Seb qui nous demande si la pelouse synthétique pourrait être un obstacle. C'est sûr que c'est un obstacle. Il va falloir refaire la surface. Ça, c'est évident. Mais c'est clair qu'on n'ira pas en match de la Coupe du Monde. On va se le dire. Là. On n'ira pas en match de la Coupe du Monde sur un terrain synthétique. Ça, c'est sûr. Mais il pourrait avoir un hybride entre les deux. Il y a de quoi à faire. Donc, 2026, Montréal doit être là. Seb qui nous dit « Je reviens de Toronto aujourd'hui. C'est drôle mais tuant. Gros bobo au tendon d'Achille maintenant. » C'est sûr qu'il faut que Montréal soit dans la course, je le rappelle. Et je termine avec ça. On va s'arrêter 30 secondes et juste au retour, je suis avec Rémi pour parler finalement de la décision de l'Impact de Montréal de sabrer dans son académie. Donc, restez là, vous êtes dans le podcast BBN. Hey, salut Rémi, ça va bien? Hey, salut, ça va? Ça va super bien. Malgré la nouvelle qu'on apprend aujourd'hui, nouvelle qui surprend beaucoup de gens, je pense. Départ de Philippe Lafroy, qui était hier justement au Couscous Piri-Piri, et il n'y a pas un mot qui s'est dit sur le sujet, donc je pense qu'aujourd'hui, il doit être le premier à être surpris également par la nouvelle. Un peu tôt pour savoir c'est quoi le plan B, c'est quoi l'avenir de cette académie-là, mais à chaud comme ça, ta première réaction quand tu as vu la nouvelle? Ben, j'ai été surpris parce que j'ai vu par la gang d'IMFC Radio que l'Impact avait envoyé un communiqué. Moi, honnêtement, je m'attendais avec la situation en Floride qu'on nous annonce que finalement l'Impact participe pas ou qu'il arrive de quoi. Moi, c'est ça, je m'attendais. Et là, j'ai vu ça, tu sais, sur le coup, j'ai comme pas allumé. Moi, de ce que j'avais compris, c'était vraiment des gens au niveau administratif. Je pensais pas, moi, que ça impliquait l'académie directement. C'est en ouvrant Twitter, là, j'ai vu, c'est Olivier Brett, sa photo qu'il a partagée. Là, j'ai comme compris que, oh, OK, il se passe de quoi de gros. C'est là que j'ai compris que Philippe Lafroy était congédié. À mon sens, c'est une catastrophe. C'est sûr que, tu sais, c'est moins, ça fesse, mais c'est moins spectaculaire que quand Gustavo Poyet est parti de Bordeaux l'année passée, là. Mais pour moi, c'est un coup de tonnerre, ça, là. Puis, je suis surpris, mais d'un autre côté, je suis peut-être pas si surpris que ça, à cause du timing. Parce que, dans le fond, la fenêtre, on savait qu'avec la pandémie, il y allait avoir des restructurations, c'était sûr, c'était évident. Les équipes qui gagnent, le gagne-pain en MLS, c'est les résultats au tourniquet, c'est la vente dans les boutiques souvenirs, dans les concessions, les hot dogs, la bière que les gens prennent, les ventes de groupe, les billets de saison. Il n'y a rien de tout ça. Donc, il devait y avoir une restructuration éventuelle. C'est sûr que tout le monde va passer par là. Mais d'un autre côté, quand l'Impact annonce que c'est sûr que c'est pas qu'en lien avec la COVID, mais
sais, ce que je veux dire, c'est que la crise de la COVID, elle frappe les 26 clubs à travers tout le circuit. Aujourd'hui, on a l'Impact qui annonce presque la fin de son académie, mais comme je dis, il est trop tôt pour spéculer sur ce que va être l'avenir. Là, l'Impact n'a pas donné de commentaire là-dessus encore, mais n'en demeure pas moins que les 25 clubs ont pas coupé leur académie. Là. Mais moi, ce que je pense, c'est que la COVID permet de gagner un peu de temps. Parce que les activités des académies risquent d'être ralenties. Aux États-Unis, ça risque d'être carrément... C'est ça qui me surprend, c'est qu'aux États-Unis, ça risque d'être carrément paralysé dans certains endroits. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes dans le sud. Tu sais, Houston, Dallas, ça augure mal pour eux autres. Des choses dans le coin d'LA. Fait que je me demande si l'Impact a peut-être pas dit, étant donné que nos académies bougent pas, ça serait le temps de restructurer. Genre, peut-être quand tu parles de dommages collatéraux, ils l'ont calculé comme ça. Moi, c'est ce que je crois, là. Mais tu sais, moi, j'ai été voir des matchs d'académie avant d'avoir des enfants. Je me souviens quand ça avait commencé, puis tu sais, j'étais d'accord avec beaucoup de gens qui disaient que l'académie a produit des trucs. Ça, c'était numéro 1, mais je pense que l'académie n'était peut-être pas gérée de façon optimale. Il y avait peut-être des choses qui étaient irritantes peut-être pour l'organisation, puis on a décidé que c'était le temps de changer les choses. Je pense pas que ce soit Philippe Lafroy en tant que tel. C'est sûr que ça fesse, parce que rappelez-vous quand l'Impact a commencé avec Vidéotron, il y avait une émission, on voyait Philippe Lafroy, on le suivait beaucoup avec le FC Montréal, si je me trompe pas. Tu sais, oui. Il avait vraiment mis l'enfant. Lafroy, c'était quasiment une vedette dans le club là, pour les gens qui suivent l'Impact. Philippe Lafroy, tu sais c'est qui là. Tu sais, c'est un peu comme certains assistants coach, comme actuellement Bernier, c'est pas la même popularité que Bernier, mais le gars faisait partie de la vie de l'Impact, faisait partie de l'entourage. Fait que c'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est une déception de le voir partir. Puis, moi, ce que je m'explique mal en plus dans le move qui est annoncé aujourd'hui, mais comme je dis, il est encore trop tôt pour savoir de quoi sera fait l'avenir. Là, on ne sait pas c'est quoi le plan de l'Impact. Il n'y a rien qui est annoncé. Je pense qu'en panique, ils ont émis un communiqué quand ils ont vu que la nouvelle sortait par Olivier Brett. Donc, ils ont réagi, mais tu sais, si je regarde sur papier, il y a le tiers de l'effectif de l'Impact présentement qui provient de son académie. Donc, il y a 33% de ses joueurs sur son line-up qui provient directement de l'académie. Donc, est-ce que l'académie est une bonne chose? Je suis obligé de dire que oui. Est-ce qu'il y a un joueur produit par l'académie qui a percé le 11 de départ et qui est devenu une vedette ailleurs? Parce qu'on sait que la MLS, c'est beaucoup par là que ça va se passer, c'est prendre des jeunes joueurs et faire des transferts. À part Balou, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Donc, c'est difficile d'évaluer le retour sur l'investissement de l'académie. Ben, dans le cas de Balou, malheureusement, je pense que Balou est un peu responsable de c'est peut-être l'attitude. Ouais, mais on l'a quand même vendu au Barça, ce qui est quand même pas rien. Sauf que là, le problème, c'est oublie pas que le contexte actuel, avec la pandémie, on a juste eu la Bundesliga à se mettre sous les yeux. Et le gars qui a choisi de jouer en rouge plutôt qu'en jaune, Alphonso Davies, ben c'est notre référent. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si on regarde par rapport à Alphonso Davies, on va peut-être être très sévère par rapport à notre académie. Oui, c'est sûr. Tu ne produiras pas des tonnes de Davies, non. Tu vas en produire un peut-être aux 10 ans. On a eu Balou qui a banqué sa chance. Davies est là. Il va en avoir un autre qui va venir, mais il faut être patient avec une académie. Puis, je pense qu'une académie, c'est pas là pour te rapporter. C'est plate à dire, mais et comme je disais tantôt, que la situation actuelle, tu peux difficilement te permettre de perdre de l'argent. C'est un outil de développement, l'académie. Ben exactement. C'est un investissement. Mais c'est comme l'école. Exactement, c'est vraiment ça. Donc, tu investis dans ton futur, mais c'est garant de ton avenir, mais c'est sûr que de penser faire l'argent avec une académie, ça peut pas être viable. Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand ils ont commencé le FC Montréal, ils l'ont placé tout de suite en USL. Oui. Moi, je pense qu'il y a une erreur qui a été faite là, du moins pour les débuts. Je dis pas qu'à long terme, c'était une mauvaise décision, mais à court terme, on aurait dû commencer avec le FC Montréal puis dire, là, pour les premières années, vous allez jouer en PLSQ. Oui, ça peut être logique. Le calibre n'est pas aussi fort en PLSQ qu'en USL, je le sais. Sauf que quand tu veux gérer ton argent, tu regardes les déplacements que tu avais à faire en PLSQ. La plupart des matchs étaient dans la grande région de Montréal. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe à Québec. C'était une chose. Tu sais,
le problème, c'est que tu t'es lancé en USL, où là, il fallait que tu payes je sais pas, il devait se rendre en avion, probablement, là. Je veux dire, je pense pas qu'il prenait pas l'autobus. Non, pas toutes les fois, en tout cas. Il faut associer quand ton académie part que tu aurais peut-être dû être un peu plus patient. Je pense que il est peut-être là le problème. On n'a peut-être pas été assez patient. Puis n'oublions pas que maintenant, Joey Saputo est propriétaire du FC Bologne. Oui. Et les choses semblent aller un peu mieux au FC Bologne. Il y a un bout, tu sais, s'il y en a s'ils trouvaient que les ultras étaient durs ici, il y a 2 ans, j'ai un de mes élèves qui m'a montré une vidéo, il a fait connaissance avec les ultras italiens, il a vu une autre réalité. J'ai comme l'impression que je serais peut-être pas surpris. Et là, je lance un pétard dans les airs et ça se peut que je me plante, là. Qu'il y a peut-être pas un Marco Di Vaio très loin dans l'équation. Peut-être qu'on veut restructurer un peu comme ça se fait en Italie. Peut-être qu'on a vu comment les Européens font, puis on s'est dit, voici nos lacunes, on veut corriger. Écoute, le timing est peut-être pas bon pour l'argent, mais c'est peut-être ça à long terme le but, là. C'est ça, où le but est peut-être aussi de créer un lien direct entre l'Impact et le FC Bologne, de dire les deux équipes ils vont s'entraider, donc vont produire pour l'autre et vice-versa. Donc, il y a peut-être une relation là, dans le cas de Joey Saputo qu'on voulait mettre au monde et qu'en tirant un peu la plug, si on veut, sur l'académie, c'est quelque chose qui va favoriser cette mise en relation-là entre les deux formations. Peut-être faire une académie commune aux deux clubs. Je ne sais pas si c'est possible. C'est ça, je ne sais pas. Puis, on n'a pas l'info. Il y a plusieurs années, je voulais coacher l'équipe de basket de l'école. Je suis plus un joueur de basket à la base. Faire une histoire courte, je me suis ramassé à coacher l'équipe de soccer, tu sais, parce que, bon, j'aime le soccer. Puis, bon, la direction m'a fait jurer que j'allumerais pas de flair dans le gymnase, là. On l'a fait dans le parking, mais je me souviens, je parlais avec le gars qui coachait l'équipe de basket, puis lui, son gars jouait dans un niveau très bas. Ben, très bas parce qu'il avait 4 ans, là, on s'entend, 4-5 ans. Puis à un moment donné, quand il est arrivé à 7-8 ans, c'était tout croche cette affaire-là, mais rendu à 7 ans, il était dans une organisation dans la région de Montréal, je ne sais plus laquelle, ils ont payé 1 million pour faire venir un directeur technique de l'Europe. Et là, le gars faisait jouer jeune, il leur faisait faire du cerceau, des affaires ultra techniques à des jeunes de 7 ans. Mais les jeunes, il n'a pas montré aux jeunes à se placer sur le terrain. Là, à un moment donné, parce que l'équipe, ce qui arrivait, c'est que les joueurs jouaient en moton. Fait qu'un joueur de l'autre équipe prenait le ballon, faisait une passe, puis c'était une contre-attaque, puis c'était un but à chaque fois. Puis à un moment donné, il dit, je voulais pas me mêler des affaires du coach, parce qu'il dit, moi-même, je coach. Mais là, il dit, à un moment donné, j'ai levé ma main, j'ai dit, hey, le grand, ils savent pas se positionner sur le terrain. Veux-tu bien arrêter avec le cardio, commencer à leur montrer quoi faire, tu sais? Fait que le danger est là-dedans, là, pour faire ma parenthèse, c'est tu veux amener des éléments européens en Amérique du Nord, ça se peut que ça fonctionne très bien, mais dans d'autres cas, ça a foiré. On le sait que l'histoire de l'Impact, il y a des cas, ça n'a pas marché, pas en tout. À la limite, on pourrait dire Rémi Garde, là. Oh, oui. On s'est fait avoir une couple de fois. Tu sais, quand l'Impact a commencé, on va aller les Européens, on va jouer à l'européenne, tu sais, pourtant les règlements sont les mêmes. Tu sais, fait est-ce que c'est ça le projet? Peut-être. Encore là, est-ce qu'on aurait pu garder un Philippe Lafroy là-dedans? Tu sais, si tu veux reconstruire avec le FC Bologne, il me semble que ton homme, pour faire le lien, c'est Lafroy. Ben moi, je pense que oui. Et je comprends pas, avec tout le respect qu'il avait, et il semblait avoir le respect des joueurs, du public, très certainement, des fans. Et il y avait un aura autour de Philippe Lafroy. Il dégageait quelque chose. Cet homme-là, on le sait, est très, très intelligent, mais le IQ soccer est très, très élevé dans son cas, et on le voit. Puis pas juste au développement soccer, le développement humain, il semble être vraiment en plein contrôle de tout ça. Donc, je pense que c'était vraiment l'homme de la situation pour amener l'Impact à un autre niveau. Et moi, ce qui me tracasse aussi là-dedans, c'est que depuis le début du podcast BBN, je parlais souvent que ce qui manquait à l'Impact, c'était une grosse vedette européenne. Donc, j'aurais aimé ça que l'Impact signe un Hatem Ben Arfa, qui signe un gros joueur. Puis là, du côté de l'Impact, on me disait tout le temps, on n'a pas d'intérêt à signer ça. La MLS, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu prennes des jeunes
que tu les mettes en valeur dans la MLS et la business soccer de la MLS, c'est ça. Faut que tu prennes un jeune, tu le mettes en valeur puis tu le vendes à l'Europe. C'est comme ça que ça marche. Donc, tu veux pas attirer un joueur qui va juste être une dépense pour la formation. Ce que tu veux, c'est prendre un joueur et toi le vendre à l'étranger. Donc, avec le temps, je trouvais que l'académie prenait tout son sens. Mais là, aujourd'hui, la décision, je me l'explique mal. Puis encore, comme je dis, il est de bonne heure. Là. Peut-être que l'académie va continuer d'exister puis qu'on va juste remodeler à l'interne. Puis on n'avait plus besoin, mettons, de Philippe Lafroy parce que, je sais pas, on va mettre ça à la gouverne de Thierry Henry. Il veut que son club 1 joue d'une telle façon. Donc, l'académie va jouer de telle façon. Donc, on avait plus ou moins besoin d'un directeur technique, comprenez-vous. Mais je m'explique mal le move aujourd'hui. Effectivement, l'arrivée de Titi peut jouer. Puis, tu sais, bon, souvent, je salue Adi de Phocéen Montréal. Souvent, je compare un peu l'Impact à Marseille. Des fois, il y a beaucoup de similitudes d'un club. Là, je t'entendais parler, je pensais à Vincent Labrune, puis son projet Dortmund de vendre des joueurs. Oui, c'est peut-être ça, mais là, si tu veux vendre des joueurs et tu enlèves ton académie, tu fais un peu le contraire. C'est exactement ce que je m'explique mal. Le timing, moi, la question que je me pose là-dessus, la première chose qui m'est venue en tête, c'est est-ce que ça cache pas quelque chose de plus grave? Moi, je pense que oui. Dans le sens au niveau est-ce que parce que, tu sais, on sait l'Impact, on est des fans, on est vendus, mais l'Impact est fragile. Et est-ce que la COVID fait mal à un point que l'Impact, ça pourrait nuire? Tu sais, j'ai peur pour ça, là. Est-ce que il y a un problème beaucoup plus grave à l'Impact, puis nous, on ne sait pas, on n'a pas tous les détails. Puis, tu sais, je regarde, parce qu'en Europe, ça va faire mal. Regardez, on a une situation très particulière cette année. La fenêtre des transferts s'ouvrait hier, si je ne me trompe pas. À moins que ça ait changé à cause de la COVID. À cette période-ci de l'année, généralement, on parle de transfert, puis qui s'en va où. Puis c'est clair que Beckham, à l'Inter, lui-là, son but, c'est de faire venir du monde. Là, tu te ramasses que tes clubs européens jouent encore. Puis rappelez-vous les rumeurs qui circulaient il y a à peu près 2 mois, que des joueurs européens pensaient peut-être venir jouer en MLS, puis certains clubs européens seraient peut-être vendeurs parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'eux aussi n'ont pas leur foule. Ouais. Il y a un paquet de circonstances. Et là, tu te retrouves dans une situation où le marché où tu espérais peut-être les vendre, techniquement recommence la semaine prochaine, mais que là, on pourrait se faire annoncer que ça ne regarde la Ligue nationale de hockey a décidé de switcher au Canada, puis la NBA commence à choquer, c'est de ce que j'ai cru comprendre. Fait, est-ce qu'on va se ramasser dans une situation où, tu sais, souvent, on a tendance à penser, à voir le bloc européen, des fois, puis américain, comme 2 blocs à part, mais on oublie souvent que ce qui se passe dans un bloc peut avoir des répercussions sur l'autre. Ne serait-ce que là, vous avez vu derrière moi des maillots de la NASL. Quand la NASL a commencé à payer des gros salaires dans les années 60-70, ça a fait exploser le salaire en Europe. Là, c'est plus un économiste du sport qui serait mieux placé pour moi de répondre. Vraiment, c'est vraiment des hypothèses, mais est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où financièrement, on pourrait perdre des équipes en MLS? Moi, j'ai peut-être peur que l'Impact, j'ai pas la réta de compte, naturellement, c'est une hypothèse que je dis, là. Ça n'en fait pas à dire de roi et dire que non, c'est pas ça que je dis. Mais est-ce que ça cache un problème plus grave? Peut-être. C'est un peu aussi ce qui me fait peur parce que on sait que l'Impact autour des dernières années, puis Joël Saputo s'en est pas caché. Il y a des saisons où ce qu'il a perdu jusqu'à 10 millions par année. Fait que là, si tu fais le calcul rapide, s'il perd 10 millions par année avec une saison complète, là, il y a 2 matchs de fête à la saison. On n'a pas de revenus de concession, on ne vendra pas de billets de saison parce que clairement, il n'y aura pas de saison. Il n'y a pas de revenus au guichet, il n'y a pas. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Le maillot aussi, là, tu sais, il y a ça aussi, là. Par rapport aux commanditaires, les sponsors, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ça va fesser fort. Puis est-ce que l'Impact, est-ce que on essaie de sauver les meubles le plus possible? Parce que moi, ce qui m'a sauté dans le commentaire, surtout, c'est qu'on insistait sur le fait qu'on a attendu le plus longtemps. Pas vrai, je retrouve le communiqué, là. Mais on mentionnait que par rapport à la COVID-19, on avait tenté d'attendre le plus longtemps pour pas pénaliser les gens par rapport à leur salaire, hein. Oui, c'est ça, exactement, parce que on avait annoncé qu'il n'y avait eu aucune coupure à venir jusqu'à maintenant.
Donc, la déclaration officielle, en raison de la situation dans laquelle le club a été plongé depuis la mi-mars, l'Impact a dû procéder vendredi à des mises à pied permanentes et quelques mises à pied temporaires dans certains services de l'organisation. Les décisions ont été difficiles et mûrement réfléchies. Depuis le début de la pandémie, l'organisation et ses propriétaires ont été loyaux envers l'administration et n'avaient fait aucun licenciement et aucune réduction salariale malgré la situation difficile. Et là, ça continue. Mais donc, clairement, c'est ça. À date, tout le monde avait été épargné. C'est ce qu'on comprend là, du communiqué. L'autre chose par rapport à la situation avec la fenêtre des transferts qui s'ouvre, encore là, c'est très particulier cette année. On a des joueurs européens actuellement qui pourraient retourner en Europe. Là. Oui. Le jeune Binks, là, moi, être à sa place, puis en plus, puis je regarde Victor, c'est la même chose. Tu es venu pour jouer, finalement, tu as joué quoi la saison, 2 matchs, plus 4 matchs, 3 matchs de Ligue des Champions. Ça s'écrase, puis le pays le plus touché, c'est les États-Unis. Est-ce qu'il y en a qui m'ont demandé un transfert? Ils m'ont dit, écoute, regarde avec la situation, c'est pas qu'on veut pas jouer avec toi, mais je serais pas surpris. Je dis pas que ça va arriver, mais ça peut jouer. Ben oui, c'est sûr. Un joueur comme Boyan qui c'est Boyan qui devait retourner à Bologne, si je me trompe pas, et qui a prolongé jusqu'à la Palainen qui a prolongé jusqu'en décembre. Je me demande à quel point il se demande pas s'il a fait le bon choix présentement, parce que on le voit, on voit les cas de COVID exploser du côté d'Orlando. On s'en va là-dedans, c'est un peu la pagaille. Ça va-tu partir en couille? On le sait pas. Mais tu sais, ça inaugure pas bien pour l'instant. Donc, on va voir là, dans les prochains jours si on va être capable de maintenir tout le monde safe dans la bulle. Mais c'est sûr qu'il y en a qui doivent se remettre en doute. Fait que c'est quoi le move prévu de l'Impact? Moi, j'ai vraiment hâte de connaître la suite là, avant de vraiment porter finalement un jugement final. Mais comme je disais tantôt, tu disais, Rémi, tu sais, ça cache-tu de quoi de plus grave du côté de l'Impact? On va se croiser les doigts. On espère que non, mais d'un autre côté, l'Impact aujourd'hui sort dans son académie, mais j'ai pas vu de communiqué des 25 autres clubs à l'effet que tu sais, l'équipe 2, l'équipe B, le plan de développement était mis sur hold ou arrêté. Donc, ça semble être une situation pour l'instant propre à l'Impact. Est-ce que toutes les équipes attendaient ça pour pouvoir sortir et annoncer leur propre stratégie? Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que l'Impact va être leader puis ça va faire boule de neige dans les prochains jours puis qu'on va voir les autres clubs annoncer sensiblement la même chose. Mais force est d'admettre que ça regarde pas bien. Là. Ce qui est désagréable avec ce congédiement-là, c'est comme je disais tantôt, tu as l'exemple de Gustavo Poyet, c'est que c'est un congédiement catastrophique, mais vraiment flat. Il y a rien qui a comme laissé présager que. Puis on est tellement dans l'incertitude, il y a tellement d'hypothèses que c'est d'analyser quelque chose dans le fond, on sait pas de quoi on parle. Puis, non, pas à tout. C'est vraiment spéculatif. Tu sais, je vais avec mes réactions, c'est mes réactions, mais il y a peut-être probablement du monde qui sont pas d'accord, mais sûrement me faire planter ces réseaux sociaux, parce que je m'en tape, là, habitué. Mais on est tellement dans le flou, puis c'est ça qui est désagréable, puis c'est non seulement on est dans le flou par rapport à la situation, mais on est dans le flou par rapport à l'avenir, fait que l'Académie, on n'en a aucune idée de ce qui se passe avec ça. Puis est-ce que ça, comme tu disais tantôt, tu parlais de vente des joueurs, est-ce que c'est parce qu'on a décidé maintenant qu'on a fait venir des gros noms? Bon, cette année, ça n'arrivera pas parti comme c'est là, mais est-ce qu'à long terme, c'est ça? C'est ça, parce que l'Impact, à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils gagnent. Et je pense que Thierry Henry, c'est aussi un gagnant. Donc, est-ce qu'il s'est reviré de bord? Puis je veux pas mettre des mots dans la bouche de Thierry Henry, c'est vraiment pas ça, mais est-ce qu'il a dit à Olivier Renard, là, il me faut un club gagnant. Là. C'est là, les gens attendent ça, les gens veulent ça, et moi, je veux gagner. Donc, on le sait, il y a plein de rumeurs de joueurs européens qui veulent s'en venir en Impact, des Bell, des nommez-les. C'est tout ça. Est-ce que Rémi Garde, pas Rémi Garde, mais Thierry Henry s'est tourné puis il a dit, regarde, faut faire un changement de cap. Ça a-tu coûté l'Académie? C'est spéculatif, on le sait pas personne. Mais tu sais, tu veux gagner, tu veux faire venir des gros noms, mais en même temps, quand tu fais venir des gros noms, c'est pas mauvais d'avoir une académie non plus. T'envoies les jeunes s'entraîner. Ils vont grandir.
Tu sais, quand Balou a passé avec le Barça, là, il y a eu une occasion de s'entraîner pas loin de Messi, peut-être de le croiser, même, je ne sais pas, tu sais. Tu sais, il a eu la chance de croiser, de voir. Fait que je pense que pour un jeune Montréalais, tu sais, quand Drogba est passé, par exemple, puis Balou a vu Drogba, ça n'a peut-être pas ta meilleure influence, comment ça finit. Non, c'est sûr. Ou tu sais, un Piatti à Montréal ou Victor présentement, les jeunes de l'académie, tu leur montres un gars comme Victor, tu sais, c'est pas rien, là. Non, c'est ça. C'est impressionnant. Ça force le développement. Puis là, tu sais, on venait de voir l'Impact signer justement 2 joueurs de l'Académie il y a quelques jours, voire quelques semaines. C'est une décision qui, à brûle pour point, fait pas tout à fait de sens, mais on va donner la chance à l'Impact de s'expliquer et de partager sa vision. Par exemple, par rapport à mais c'est pas tant l'académie que c'est le club A, ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais tantôt. Il y a une affaire que, moi, j'ai eu beaucoup de misère, on l'a vu, quand je parle à Carl Ouimet, quand je pense à Tissot, à la limite Crépeau, je me souviens que Crépeau était venu à l'école où j'enseignais aller jusqu'à juin dernier, la première année que j'étais là, rencontrer les élèves, il a parlé aux élèves, j'avais posé la question, tu sais, par rapport à Tissot puis Ouimet qui était parti, c'est que je trouve que l'Impact, l'équipe A, a beaucoup de misère à gérer ses produits de l'académie. Oui, les gars sont là, mais dans certains cas, on les utilise peut-être mal ou pas de la bonne façon, puis je trouve qu'on a brûlé quelques-uns qu'on n'aurait peut-être pas dû brûler. Ben, ça aussi, c'est une analyse et une réflexion qu'on devrait avoir parce que, sincèrement, est-ce qu'on a vu, je vais donner l'exemple de Mathieu Chouanière ou d'Anthony Jackson-Hamel, est-ce qu'ils se sont développés, qu'ils ont explosé depuis qu'ils sont avec le Club 1? Tu sais, l'Académie a un rôle de former des joueurs qui sont capables, on va le dire comme ça, d'évoluer en MLS, mais après, c'est le rôle de l'équipe 1 de les établir dans la MLS ou de les transférer. Je sais que le show achève, mais t'as nommé Hamel, ça, il faut le dire. Avec quel coach a été le plus prolifique? Ça a été... c'est-tu la saison dernière ou l'autre d'avant? Là, ça m'échappe. La première saison, quand Biello est arrivé. OK, oui. Le gars a vraiment été prolifique. Oui. Biello, c'est un gars, tu sais, Biello, c'était un gars de l'organisation. Quoi qu'on a Bernier quand même qui est avec Titi. On a Pat Leduc qui est arrivé dernièrement. Garde est arrivé, il a complètement tué. Et je sais pas, on peut pas parler pour Titi, c'est trop jeune, mais moi j'ai comme l'impression que la connexion se fait mal entre c'est peut-être mal fait, surtout dans les dernières années, que Rémi Garde entre l'académie puis l'équipe A. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que on a perdu l'espoir. J'ai vu des commentaires des fois sur l'académie, quelqu'un qui disait que ça n'avait pas servi à grand-chose. J'étais comme, non, arrête là. Mais c'est vrai que ça peut donner l'impression quand on regarde comment des joueurs comme Hamel ont été utilisés, même à la limite Crépeau, Tissot, puis tu sais, Crépeau est à Vancouver. Moi, je pense que Crépeau, c'est Bush qui aurait dû partir, là. Ah oui, je pense qu'il aurait pu clairement s'établir comme étant le gardien numéro 1 à Montréal. Ça, c'est définitif. Puis tu sais, c'est la même chose. Mathieu Chouanière, moi, je sens pas qu'il est en train de prendre sa place au sein de l'alignement. Tu sais. Anthony Jackson-Hamel, on l'a vu, a été... Je sais pas si c'était un problème de communication avec Rémi Garde, mais clairement, la saison dernière, ça marchait pas pendant tout. Yep. Fait que ça fait le tour. On va attendre quand même, Rémi, le plan officiel de l'Impact. J'imagine qu'il va y avoir une suite à l'annonce qui a été faite aujourd'hui. Puis, ben, nous autres, on s'en reparle. Là. Je disais aux gens, j'aimerais ça t'avoir une fois par semaine dans le podcast. Ben, écoute, j'aime bien ça, le système. À cause de la pandémie, il a fallu que je m'équipe pour enseigner à distance. Je suis rendu avec un Mac. Puis honnêtement, une fois par semaine, pour moi, ça serait bien, hein? Oh ouais, on pourra parler un peu de l'Europe, puis on n'aura pas le choix, je pense, là, mais on regardera ça. Si le 8 juillet, ça commence, ce serait le fun qu'on fasse de quoi le lendemain. Excellent, parfait. Merci d'avoir été là, Rémi. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Là-dessus, je vous laisse aller. Ciao, bye, Rémi. Donc, là-dessus, je vous laisse aller. On se retrouve lundi pour une autre édition du podcast BBN. J'espère que vous serez là. En terminant, je veux remercier les patrons qui supportent BBN Media, donc patreon.com/BBN Media. Vous êtes le cœur
du projet BBN Media, donc, et l'âme également. Et je veux vous remercier. Donc, si vous voulez soutenir le podcast BBN à hauteur de 1 $, 3 $, 6 ou 9 $ par mois, www.patreon.com/bbnmedia. Vous allez trouver toute l'information là-bas et tous les avantages qui en découlent. Et vous avez déjà du contenu, déjà de produits qui sont là et qui sont accessibles seulement à nos patrons. Donc, allez faire un tour. Mais sinon, vous continuerez d'avoir accès au podcast BBN en version gratuite et complète du lundi au vendredi, sur le coup de 20 heures. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine, à lundi. On se retrouve pour une nouvelle édition du podcast BBN.